Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous également. Normalement, si vous êtes bien présents pour la matinale qui doit traiter du rôle majeur de l'expert comptable dans la mission d'examen de la politique sociale et des conditions de travail pour les CSE, si vous étiez venu pour le cours de tango, ce n'est pas tout de suite, il faut attendre. Nous démarrons la matinale sur ce thème-là. Bienvenue à toutes et tous, donc, je vous disais, Francis Marquand, qui est avec nous, interviendra avec moi. Je me présente, je m'appelle Jean-Luc Semama, et Francis et moi, nous sommes deux fidèles d'un comité qui existe au niveau du Conseil de l'Ordre de Paris, Conseil régional de l'Ordre de Paris. Comme vous savez certainement, dans notre structure régionale de l'Ordre, il y a un certain nombre de fonctions qui sont assumées par des élus ou des non-élus d'ailleurs, des fonctions ordinales et des fonctions d'aide aux confrères à travers des commissions de travail dont le but est d'aider les confrères à assumer certaines missions particulières. D'autres commissions de l'ordre sont plus des commissions ordinales comme la conciliation ou la formation ou le stage ou d'autres encore. Donc, nous, pour ce comité CSE, c'est donc un des comités du Conseil de l'Ordre de Paris, nous sommes un certain nombre de confrères à essayer d'œuvrer là-dessus. Et juste pour information, je descends juste, attendez, ça marchait bien en répétition, voilà. Donc oui, Francis Marquand et moi, nous allons animer cette matinale, ce que je vous disais. De quoi allons-nous parler? Rapidement, car je ne sais pas si tout le monde connaît bien que sont les CSE, hein, le Conseil économique et social, le Conseil social et économique, l'erreur classique, en quoi ils ont leur importance, quel est leur rôle, leurs attributions, et dans quel cadre est-ce que nous, experts comptables, on peut intervenir avant de faire un zoom sur une des missions que nous pouvons assumer dans le cadre des consultations du CSE, avant de vous parler des prochaines matinales. Donc voilà un peu le plan que nous allons suivre. Normalement, nous avons prévu 1 heure d'intervention ou un peu moins, et vous laisser la parole aussi pour vos questions, que vous pouvez écrire. Normalement, vous avez une zone à droite de votre écran pour poser des questions. Donc, vous pouvez écrire vos questions, nous on essaiera d'y répondre au fur et à mesure, ou bien à la fin de manière globale. N'hésitez pas à le faire pour qu'on puisse voir vos questions. Voilà. Donc, je vous disais que le comité CSE du Conseil régional de l'Ordre est un comité qui travaille pour aider les consoeurs et les confrères à mieux assurer leur mission. Nous sommes un groupe d'experts avec une certaine expérience sur ce type de mission. Et depuis une bonne vingtaine d'années, nous travaillons sur 2 plans essentiellement. Un, pour voir comment nous pouvons faciliter l'exercice des missions d'évoluer l'expert comptable pour assister le CE, un point important, enfin CE qui est devenu maintenant CSE comme vous savez. Comment nous faisons en liaison avec le comité du Conseil supérieur de l'ordre, qui lui est plutôt un rôle institutionnel. Nous le faisons à travers des matinales notamment ou des questions-réponses qu'on peut nous poser. Et on a un deuxième rôle, c'est le rôle de défendre et de promouvoir le rôle des experts comptables auprès des CSE à travers des travaux de communication que nous écrivons dans les médias spécialisés. On anime un certain nombre de réunions et de matinales ou de conférences lors des congrès ou universités d'été de l'Ordre de Paris. Et donc, on travaille en liaison avec le comité du Conseil supérieur, un rôle un peu institutionnel, des consultations, des guides de mission pour l'expert comptable, avec toutes les publications du Conseil supérieur, des newsletters. D'ailleurs, je vous invite, parce que bien souvent, les confrères ne connaissent pas bien tout ce qui est proposé à travers nos institutions. Et je vous invite vraiment à aller sur le site du Conseil supérieur et ses comités ou commissions pour voir les outils qui sont à votre disposition, qui ne vous coûtent rien du tout en termes de financiers et qui sont plein d'outils qui peuvent vous aider au plan du marketing du cabinet, au plan des outils pratiques pour telle ou telle mission. Donc, sincèrement, allez-y, vous ne perdrez pas votre temps et vous gagnez, au contraire, vous en gagnerez beaucoup.
Voilà. Donc voilà, je veux vous dire en ce qui concerne ce comité. Et si vous êtes parmi ceux qui sont présents ce matin, avoir une expérience en matière de CSE et que vous voulez venir la partager, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il suffit simplement de faire acte de candidature en écrivant au Conseil régional de l'ordre et à moi en particulier, donc, ou bien à Antoine Bronton, qui est le, le permanent du Conseil de l'ordre qui nous accompagne, pour faire état de votre souhait de nous rejoindre en indiquant vos expériences en la matière et votre souhait, ce que vous nous apportez. Et notre comité n'est pas du tout un comité fermé, obscurantiste. Au contraire, on cherche à s'ouvrir, à se développer avec ceux qui veulent bien y contribuer. Voilà. On va poursuivre avec le rôle et attribution du CSE. Et donc, je laisse la parole à mon ami Francis Marquand. Voilà, donc on va faire un petit peu une rétrospective par rapport au CSE, leur rôle et attribution. Donc, sans revenir sur les épisodes récents, c'est-à-dire en fait les ordonnances Macron, on considère maintenant que depuis 2017, fin 2017, on a donc une structure unique qui rassemble les trois instances qui existaient antérieurement, les DP, les CE, les CHSCT. Tout ça, ça s'est mis en place en 2018. Donc maintenant, ça commence à vivre depuis 2 ans et demi. Et cette nouvelle instance qui représente l'expression collective des salariés, donc pour mémoire, les comités d'entreprise qui, eux, dataient de 1945, finalement, n'avaient pas changé depuis très longtemps. Donc c'est la vraie innovation, c'est 2017. Et il faut se rappeler que les comités d'entreprise, depuis les ordonnances Macron, c'est à partir de plus de 10 salariés, mais qu'en réalité, là où il y a des instances économiques, c'est au-delà de 50 salariés. Donc c'est là où se concentre, je dirais, l'activité réelle des CSE. Donc le CSE, il doit être informé et consulté, donc sur pratiquement tout ce qui tourne autour de la vie de l'entreprise. C'est très important parce que nous qui sommes praticiens au quotidien, on voit qu'on est appelé régulièrement pour tout un tas d'éléments qui concernent aussi bien les effectifs que l'organisation juridique, les conditions de travail, l'introduction de technologies et tous les aménagements qui sont faits. Encore récemment, sur un changement de statut dans la société, qui passait de société SA à SAS, ils ont été informés et consultés. Donc, le CSE peut procéder à des analyses de risque et formuler un certain nombre de propositions. Il n'est pas là uniquement pour écouter, mais il est également là pour agir. Voilà, donc, Jean-Luc, les spécificités pour la période actuelle. Alors, c'est vrai que depuis le début de la pandémie, donc il y a 1 an, les CSE ont été quand même très, très, très impliqués dans les processus actuels et notamment sur tout ce qui tourne autour des problématiques de santé, tout ce qui est santé au travail. Et c'est normal parce que en fait, les CSE, comme on l'a dit tout à l'heure, intègrent la dimension CHSCT à travers une commission spécifique et donc du coup, ils sont informés et consultés sur tout ce qui touche autour de la santé au travail. Les réunions elles-mêmes sont des réunions qui souvent maintenant sont faites en visio plus qu'en présentiel, ce qui est quand même un peu plus compliqué. Et il y a aussi une autre conséquence qui est importante, c'est les conséquences sur l'activité sociale, c'est-à-dire en fait tout ce qui est budget des ASC, comme on dit, où là on est devant pas mal de difficultés puisque on a pu constater en 2020 beaucoup de décalage, forcément du fait de la pandémie et du confinement, sur les activités sociales. L'appréciation de l'impact sur la situation économique et financière et sur les orientations stratégiques sur, je dirais, l'ensemble du champ du CSE est tout à fait d'actualité. Et aujourd'hui, en ce moment, depuis maintenant 2 mois,
on a des remontées de tous les CSE parce qu'ils s'interrogent sur l'organisation et l'avenir de leur entreprise. Voilà. Je voulais juste rajouter, c'est que, comme vous le savez, les CSE ont des budgets pour fonctionner, c'est un budget de fonctionnement, et qui est calculé sur la masse salariale, et qu'il y a, du fait d'un certain nombre de plans sociaux qui sont intervenus, forcément une réduction de l'assiette et des budgets. Donc, les CSE apprennent aussi et sont contraints de gérer en fonction de leurs ressources et en fonction des besoins et attentes des salariés. Et comme disait Francis à l'instant, effectivement, l'aspect social a pris beaucoup d'importance, l'aspect psychologique a pris une importance conséquente, puisque on vit une période où, comme vous le voyez, il y a eu un certain nombre de dépressions liées à ce lien social qui s'est un peu réduit, altéré, du fait de la non-présence des équipes sur les mêmes lieux au quotidien, comme c'était le cas précédemment. Et aujourd'hui, on voit bien qu'avec le retour annoncé, les craintes de certains qui ont pris des marques en télétravail pour ceux qui veulent en télétravail, et donc le CSE a un rôle d'anticipation. Il est consulté, mais il doit bien prendre la mesure des choses, des attentes et des inquiétudes des salariés. Et aujourd'hui, son rôle est bien plus important, et non seulement il est le plus important parce que avec la fusion des instances, en passant de CE à CSE, le rôle est plus important. Et l'aspect social et santé dont parlait à l'instant Francis Marquand revient l'importance qu'il a pris, et c'est la raison pour laquelle on essaie de bâtir cette matinale autour d'une des consultations qui traite justement de la politique sociale de l'entreprise. Voilà. Donc, en termes de marché, pour ceux tous les confrères qui sont là et qui connaissent pas forcément ce que ça représente comme dimensionnement, on a 80 000 établissements distincts, c'est-à-dire en fait 80 000 structures dans lesquelles on a mis en place des CSE, mais il y en a seulement la moitié en fait qui concerne les effectifs des plus de 50 salariés, c'est-à-dire à peu près 40 000. Donc, ce qui correspondait en gros à ce que c'était le marché, que je dirais le marché accessible pour nous, hein, puisque c'est surtout là qu'on intervient. Et c'est là où on intervenait avant, quand c'était les comités d'entreprise. Là, il n'y a pas eu de changement. Donc, on a maintenu un peu le même niveau. Donc, c'est un marché qui est quand même très important. Et c'est un marché qui, là, on le rappelle un petit peu, permet deux choses, hein. C'est d'une part l'émission d'experts comptables auprès des CSE pour tout ce qui est de la comptabilité, donc c'est pas l'objectif du présent webinaire, mais c'est aussi tout ce qui tourne autour de l'expertise et de l'accompagnement, donc ça c'est très important. Oui. Donc oui, effectivement, le rôle d'expert comptable auprès des CSE, bien sûr, parce que RCS, ce que disait à l'instant Francis Marquand, avec les missions classiques d'expertise comptable, puisque le CSE gère des budgets, doit tenir des comptes, et l'expert comptable, dans certains cas de figure même, est obligatoire pour arrêter les comptes. Dans certains cas de figure, pour les gros CSE, il y a même l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Donc, il y a toute la partie comptable liée à la gestion du CSE au niveau comptable et financier. Mais il y a un autre pan qui est moins comptable, ce qu'on appelle mission légale. Pourquoi légale? C'est parce qu'en fait, elles sont prévues par le Code du travail, simplement, et que c'est ce Code du travail qui configure le rôle des CSE, et ce rôle permet dans certains cas de figure de se faire accompagner par un expert comptable. Alors, donc dans le cas, je vais juste rappeler rapidement ici les cas où le CSE, qu'on appelle un expert comptable, donc au-delà des missions, je dirais, contractuelles,
de consultation pour sa comptabilité, de consultation juridique, d'avis sur un projet de convention ou d'accord d'intéressement, bref, où le CSE peut interroger un expert comptable, bien entendu. Et ça, on n'est pas dans le cadre des missions légales. Les missions légales, donc prévues par le Code du travail, prévoient, alors, ce qui est le plus important, c'est qu'il y a des consultations annuelles obligatoires que l'entreprise doit ouvrir et donc consulter le CSE pour recueillir son avis. Et dans certains cas de figure, on va en parler là, le CSE peut faire appel à un expert comptable. Alors, juste avant, il a été rappelé qu'il y a environ 40 000 CSE qui comptent des entreprises de plus de 50 salariés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les statistiques montrent que le recours à l'expert comptable n'est pratiqué que dans, je crois, 38% des CSE. Et ce taux est bien plus important dans les grandes entreprises que dans les petites qui comptent 60 ou 70 salariés. Donc, c'est juste pour vous dire que le marché est potentiel, et même sans prendre la mission, je dirais entre guillemets, à un autre confrère, il y a un potentiel de pénétration des CSE qui reste encore ouvert, et c'est ce à quoi nous nous employons au niveau des instances. Alors, les cas de figure où le recours à l'expert comptable est financé à 100% par l'employeur, parce que bien sûr, ça peut être un frein pour le CSE que ça peut être un expert comptable si c'est prélevé sur son budget. Donc là, je parlais d'accompagnement où l'expert comptable peut assurer sa mission en étant financé à 100% par l'entreprise, par l'employeur. Dans quel cas de figure? Premièrement, dans une des consultations qui porte sur la situation économique et financière de l'entreprise. En gros, c'est l'analyse des comptes annuels et des prévisions, pour faire simple, de l'entreprise. Deuxièmement, sur la politique sociale et les conditions de travail. C'est ce que nous avons tout à l'heure détaillé. Lorsqu'il y a un licenciement économique qui porte sur plus de 10 salariés en une fois, donc c'est un licenciement collectif, ou lorsqu'il y a un arrive grave, identifié et actuel, révélé ou non par les centres de travail, c'est ce qui était précédemment géré par les CHSCT, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui maintenant donc, font partie du CSE. Et donc, dans ces quatre cas de figure, lorsque un expert est missionné, ses honoraires sont pris en charge intégralement par l'employeur. Il y a d'autres cas de figure. Il y a un financement partagé selon un partage qui est 20-80, 20% pour le CSE, 80% pour l'entreprise, sauf le cas où le budget du CSE est insuffisant et dans ce cas-là, l'entreprise compense. C'est notamment le cas des CSE plus modestes, mais qui doivent quand même pouvoir avoir recours à l'accompagnement, notamment lorsqu'ils estiment nécessaire de déclencher un droit d'alerte économique, lorsqu'ils consultent un expert sur les orientations stratégiques, lorsqu'il y a des projets importants qui peuvent modifier les conditions de travail et de sécurité. Donc, voilà un rappel. Et donc, nous allons faire un zoom aujourd'hui sur l'accompagnement dans le cadre des politiques sociales. Alors, pouvez-vous demander, si vous n'avez pas d'expérience sur ces missions-là, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est intéressant? Donc, rapidement, pour le cabinet et pour le CSE, nous considérons que ces missions ont un intérêt. Alors, pour le CSE, pour le client CSE, qu'est-ce qu'on peut lui apporter? On peut lui apporter un accroissement de ses compétences. Rappelons-nous que le CSE est composé d'élus par les salariés et qui sont donc à l'image des salariés en termes de compétences et d'expérience dans les différentes fonctions de l'entreprise. On peut avoir des commerciaux, des techniciens, des magasiniers, des cadres, bref. Donc, et ils ne sont pas forcément du tout à l'aise avec les matières que nous avons à traiter. Donc, nous pouvons
leur permettre de mieux comprendre, d'éclairer, de leur permettre de se forger un avis pour donner sûrement une opinion. Et nous sommes là aussi pour décrypter, lorsqu'il y a des éléments assez complexes, les choses pour les rendre plus abordables, plus compréhensibles. Et dans un cas de figure, notamment lorsqu'il y a des plans sociaux, le recours à l'expert comptable permet au CSE d'avoir un peu plus de délai pour rendre un avis. Donc pour le CSE, le recours à l'expert comptable, c'est une évidence. Et pour dire simple, et je pense que mon confrère et ami Francis Marquand ne me contredira pas, nous qui œuvrons sur ce créneau-là depuis bien des années, moi aujourd'hui je me dis que un CSE sans expert comptable, c'est le priver d'une partie de sa capacité d'action et de réflexion. Parce que nous avons accès à de l'information et nous sommes à même, dans notre expérience et notre compétence, de lui apporter des éléments d'information qui peuvent l'aider à mieux assumer sa mission. Pour le cabinet, est-ce que c'est intéressant? Bien sûr que c'est intéressant dans le développement du cabinet, parce que notre offre de service est ainsi étoffée. Alors, bien sûr, la question qui se pose, c'est qu'on ne peut pas avoir forcément les mêmes collaborateurs qui travaillent sur des missions de ce type-là et des missions d'arrêté des comptes ou d'établissement de déclaration fiscale ou sociale. Donc, mais comme pour toutes les missions que nous avons assumées au cabinet, un des critères de base, c'est qu'on peut prendre une mission que si on a la compétence et la capacité pour l'assumer. Donc, à nous d'avoir les collaborateurs adaptés, formés pour cela. Et quand on assume ces missions-là, bien sûr, on a des recrutements particuliers. Juste pour information, enfin, nous avons dans vos cabinets même des juristes en droit social ou des sociologues pour certaines missions particulières. Donc, juste pour dire que nous devons adapter nous-mêmes notre organisation pour pouvoir assumer ces missions d'accompagnement du CSE, qui sont bien souvent d'une taille en effectif supérieure aux clients habituels des cabinets, parce que en tant qu'expert comptable, pour les missions classiques d'expert comptable, on a plutôt affaire aux TPE, aux PE et quelquefois aux PME. Les grandes entreprises ont en interne les compétences pour le faire et les directeurs financiers ou chefs comptables ou directeurs comptables des entreprises importantes ont des compétences quelquefois équivalentes aux nôtres et plus de recours au commissaire aux comptes qu'à un expert comptable. Donc pour le cabinet, ces missions-là nous font entrer dans un champ d'entreprise de dimension importante, je dirais qui nous honore d'ailleurs, qui peuvent aussi donner un intérêt accru à nos collaborateurs dans les missions qu'ils ont à traiter. Pour le cabinet aussi, sur ce créneau, on peut travailler avec d'autres partenaires parce que on voit bien quelquefois que nous n'avons pas toute la compétence pour des missions liées, par exemple, aux conditions de travail. Ça lié avec des juristes, des psychologues, ça peut avoir un intérêt. Et puis, pour le cabinet, c'est un moyen d'exercer sa fibre sociale quand on l'a de manière importante. Et pour nos collaborateurs, c'est un point important que de pouvoir transmettre aussi les savoirs que nous pouvons avoir acquis. Nous allons maintenant entrer, si vous voulez bien, dans du sujet. Juste pour dire, parce que je vois qu'il y a une question qui s'est affichée, s'il est possible d'avoir ce support après ce webinaire, et celui qui a posé ou celle qui a posé la question nous remercie, je ne sais pas si d'avoir posé la question ou de l'avoir reçue, parce que je vous informe que normalement, vous recevrez le support après le webinaire. Je ne sais pas si vous le recevez ou il sera en ligne, mais normalement, vous devez pouvoir le consulter. On donnera l'information tout à l'heure, mais le webinaire n'est pas du tout secret. Donc, le support, vous pouvez en disposer d'une façon ou d'une autre, ou bien nous vous l'envoyons, je crois, ou bien il sera en ligne sur le site du conseil régional. Nous poursuivons. Tout à fait. Alors, pour se préparer à assister le CSE pour la consultation sur la politique sociale. Donc, qu'est-ce qu'une consultation? Alors, je vous rappelle qu'il y a 3 consultations obligatoires, et là, on est sur la consultation annuelle sur la politique sociale. Elle est donc récurrente, c'est-à-dire qu'elle est annuelle et obligatoire.
Elle porte sur des éléments très précis, sur un certain nombre de points qu'on va développer, et cette consultation pouvant être faite d'ailleurs en une ou plusieurs fois, hein, puisqu'on peut séquencer la consultation. Et donc, l'expert comptable peut être désigné dans le cadre de cette consultation, et sa mission peut être à géométrie variable, en fait, puisque elle dépendra du besoin des élus et du CSE, qui peuvent être soit assez classiques sur l'emploi et les salaires, soit au contraire sur des éléments beaucoup plus détaillés. Et l'objectif pour nous, c'est, comme pour les deux autres consultations, c'est d'arriver à, je dirais, transformer une information brute qui est donnée par la direction en une information utile pour les membres du CSE. Donc on sert un petit peu, je dirais, d'intermédiaire pour arriver à décoder l'information. Parce que c'est pas forcément le propre des directions de communiquer sur des informations directement exploitables. Et en plus, on peut disposer, nous, d'une information bien supérieure en termes de qualité à celle qui est remise aux élus, du fait notamment de la confidentialité de notre profession, ce qui fait qu'on va donner en fait une information bien plus importante au CSE à partir du moment où on est désigné dans le cadre d'une expertise. Alors, quelles sont les modalités de recours à un expert comptable? Donc, vas-y, donc Jean-Luc, tu peux changer de slide. Donc, la consultation a conduit le CSE à échanger avec l'employeur sur l'évolution de l'emploi. Alors, donc, on est donc sur des grands axes, hein, en gros, qui sont précisés dans le Code du travail, dans le 23.12. C'est l'évolution de l'emploi. Donc, c'est tout ce qui est embauche, suppression, analyse diverses de l'emploi à partir des données de l'entreprise, les qualifications, l'évolution des qualifications, la politique de formation, les conditions de travail, l'aménagement du temps de travail, l'égalité professionnelle homme-femme. Et encore une ou deux autres, un ou deux autres points. Alors, ce qui est important, nous remet sur le slide précédent, Jean-Luc reste sur le slide précédent, ce qu'il faut noter, c'est que du fait que la mission sur la politique sociale est unique au sein du CSE, elle va rentrer dans des champs de compétences qui sont des champs de compétences qui ne sont pas forcément ceux du cœur du métier de l'expert comptable. Et on rejoint ce qu'a dit Jean-Luc tout à l'heure, à savoir que dans les cabinets, on doit être en capacité d'intégrer, soit en tant que collaborateur, soit avec des consultants, des gens qui ont des compétences vraiment pointues pour analyser tout ce qui tourne autour des conditions de travail, tout ce qui tourne autour de la qualité de la vie au travail et tout ce qui peut tourner autour des risques psychosociaux. Donc c'est une démarche très technique qui est complémentaire à notre métier de base, mais qui est intégrée dans le cœur de notre mission. Donc il faut faire exprimer les intentions de la direction, dire qu'en fait, on doit obtenir l'information, on doit obtenir les orientations qui sont liées à cette information, et nous, on doit être en capacité de regrouper et d'exploiter tout ça pour, je dirais, transmettre une information, ouvrir les débats et alimenter la politique de l'entreprise et des relations avec le CSE. Donc, voilà pour ça. Alors la politique, donc voilà le champ détaillé. Donc en fait c'est une reprise hein, du texte de loi, mais c'est très complet. Hein. Il faut savoir que la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, avant l'empire du CSE, dans le cadre des CE, vous aviez une mission, vous aviez une multitude d'informations consultations, et dans cette multitude d'informations consultations, l'expert n'était pas toujours présent. Il n'y avait pas de mission spécifiquement liée à l'emploi, mais elle s'intégrait dans une mission générique antérieure. Maintenant, cette information consultation est très centrée, en plus du fait que le CSE a intégré toute la dimension CHSCT, elle intègre toute la dimension conditions de travail. Donc vous voyez que c'est un programme quand même qui est très développé,
Alors, tout ne doit pas forcément être analysé en même temps. Il est clair que l'expertise, par exemple, ne pourra pas forcément traiter dans une même période tous les points que vous voyez sur le slide. Cela peut être, par exemple, réparti en disant une année, on va faire la moitié l'année d'après, ou alors au contraire, on va intégrer un certain nombre de priorités. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, dans l'émission sur la consultation sociale, on a beaucoup de demandes qui sont liées aux conséquences, à l'organisation et aux conséquences du télétravail, à la fois en termes de risques pour les salariés ou en termes d'aspect matériel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour favoriser ce travail-là. Et donc, il est évident que tout le programme ne peut pas être déroulé en une fois. Donc, tu peux y aller. Oui, je voudrais compléter par rapport à ce que tu viens de dire à l'instant. Oui, Effectivement, la consultation porte sur bien des aspects et le rôle de l'expert comptable, et Francis vient de le préciser à l'instant, peut évoluer en fonction des demandes, des desiderata des élus qui peuvent avoir, peuvent nous demander un zoom plus particulier sur tel ou tel point. L'organisation de cette mission porte sur plusieurs items très importants et alors, on peut faire une mission extrêmement large, bien sûr, sur cet aspect-là, par rapport aux demandes, mais souvent, les élus nous ciblent, on voudrait qu'on travaille sur tel ou tel point en particulier. Et effectivement, aujourd'hui, on les écoute, ce qui est normal, et, et on s'adapte par rapport à la conjoncture et aux désirs, aux besoins d'analyse, au diagnostic que nous pouvons faire par rapport à une conjoncture particulière. Et c'est des missions qui sont très importantes parce que précédemment, lorsqu'on était missionné sur les examens des comptes annuels, par exemple, il y avait des il y avait des CE qui n'étaient pas franchement intéressés par les aspects comptables, économiques et qui ne nous missionnaient pas. Alors que sur la politique sociale, tous les CSE sont concernés. Et il n'y a pas besoin d'être un expert en finance pour comprendre l'analyse des rémunérations ou les aspects liés à la durée du travail ou l'information. Donc c'est la raison pour laquelle cette mission, elle prend une importance assez considérable par rapport aux missions que nous exercions précédemment. Et d'ailleurs, euh, on va voir tout de suite comment elle se positionne par rapport aux autres consultations. Je te laisse intervenir. voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui est intéressant dans le slide en question, c'est qu'on voit l'interaction qui existe entre le social, l'économique, financier et le stratégique. En se rappelant que les trois consultations sur la situation économique et financière, sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale, on ne peut pas les découper uniquement en silos indépendants. Elles ont toutes des interactions nécessaires puisque la politique de rémunération va avoir des conséquences économiques et financières, évidemment. Elle va avoir des conséquences sociales et elle va avoir des conséquences stratégiques, notamment en matière de GPEC, de développement ou d'incitation des salariés pour rester dans l'entreprise. Donc c'est un ensemble. Cet ensemble, il est constitué par la politique sociale qui est développée dans l'entreprise. Et cette politique sociale, elle doit être le plus transparente possible pour que nous-mêmes, nous puissions la comprendre et que les élus du CSE puissent également la comprendre et se l'approprier. Et sachez que ce n'est pas toujours évident parce que soit on est dans des entreprises de type moyenne, par exemple de 50 à 200 ou 300 salariés, où en général il n'y a pas vraiment de politique sociale, et soit on est dans une entreprise extrêmement importante, dans laquelle il y a certes une politique sociale, mais elle est quand même multifacette. Elle dépend parfois, par exemple, des desiderata des actionnaires à l'étranger, et surtout, elle fait l'objet, je dirais, de discussions qui sont notamment dans le cadre des négociations entre les partenaires sociaux, mais ces discussions sont souvent saucissonnées. On ne voit pas réellement la vraie, euh, la vraie dimension politique. Or, ce qui est intéressant dans nos missions, c'est que si on a la chance, par exemple, de faire les trois missions, on peut approcher plus facilement la notion de politique sociale et de politique de rémunération. Voilà.
Donc, c'est dans le complément de ce que je viens d'expliquer, hein, sur l'évolution de tous les éléments. Alors là, on est sur les éléments, je dirais, essentiels de l'analyse et qui sont révélateurs d'une absence de politique sociale, d'une présence ou simplement de quelque chose de moins précis. Bien sûr, c'est l'évolution de la masse salariale, c'est l'évolution de la donc c'est toute l'analyse de l'emploi et salaire. En général, on fait ça à travers une analyse des bases, hein. On a maintenant accès par la jurisprudence depuis pas mal d'années aux bases, hein, au DSN, et donc du coup, on peut arriver à faire des analyses extrêmement précises qui sont bien au-delà de ce qui est fait dans un bilan social et qui permettent notamment de révéler des mouvements sur les entrées et les sorties qui sont particulièrement intéressants à analyser. L'effet Noria est un élément parmi d'autres. L'analyse donc du salaire de base, les écarts types, tout ça c'est à travers la même base, hein, la base annuelle des salaires, et où on peut arriver à faire une multitude d'analyses. Alors l'objectif c'est pas de sortir des pages et des pages et des pages de tableaux et d'extractions. Il faut centrer sur des choses importantes. Il faut toujours partir du principe que c'est le révélateur d'une tendance qui détermine l'intérêt pour tout le monde de voir ça. Par exemple, quand on fait une pyramide des âges et qu'on s'aperçoit que cette pyramide, tendanciellement, elle va vers un vieillissement et que déjà, on a de l'âge moyen des salariés et par exemple proche de la cinquantaine, bah, on peut dire qu'on est sur une politique qui n'est pas une politique de renouvellement des personnes et qu'une politique de vieillissement. Voilà. Tous ces éléments-là sont des éléments qu'on met en évidence. Sur les augmentations de salaire, c'est la même chose. Maintenant, on sait très bien que dans l'analyse des salaires, on a à la fois les salaires de base qui sont un peu, je dirais, ce qui est négocié et ce qui est le tronc commun, mais surtout, on a toute la politique d'augmentation individuelle, de primes, de commissions, et de voir comment elle se distribue au sein des salariés. Et ça, on ne peut le voir qu'à travers l'analyse des données sociales. Pareil pour les promotions et dans l'entreprise, puisque tout ce qui est évolution des rémunérations n'est pas uniquement lié à l'évolution du salaire des bases, mais également lié aux problématiques de changement de coefficient à l'intérieur de l'entreprise, donc d'évolution. Et tout ce qui est évidemment prime particulière, dont les éléments qui sont liés à l'intéressement. Vous voyez que ce diagnostic des rémunérations, on peut le faire d'une manière très détaillée. Alors attention, faut vraiment être précis si on ne veut pas se noyer et si on ne veut pas y passer un temps fou. Vas-y. Alors dans le contexte du Covid, ben, on l'a évoqué tout à l'heure un petit peu, hein, c'est que là, en l'occurrence, les représentants des salariés sont très intéressés par ce qui s'est passé en 2020. L'année 2019, c'était une année, je dirais, classique. L'année 2020 est une année de pandémie et l'année 2021 continue à l'être, en tout cas pour l'instant. Mais l'année 2020, il y a vraiment des éléments intéressants à définir. Il faut définir quels ont été les choix stratégiques, économiques et sociaux de l'entreprise face aux difficultés qui sont intervenues. Est-ce qu'on a continué à avoir une politique de formation, de développement du compétence, donc malgré, je dirais, soit le chômage partiel, soit le télétravail? Comment on a apprécié les problématiques de conditions de travail, puisque les conditions de travail, bah, c'est un élément fort, hein. Puis, quand on est la pandémie, c'est quand même, alors c'est certes un élément non prévisible et qui n'est pas lié à un choix de direction, et c'est un élément qui s'impose à tous. Mais face à cette imposition, pour tous, les moyens de régler la question sont différents d'une entreprise à l'autre. Donc, pour le CSE, c'est dresser un peu un état des lieux, et là, on est là pour l'aider dans cet état des lieux et pour enrichir son diagnostic. Donc, sur le Covid, bah, c'est à peu près tout. C'est les éléments forts de cette année, hein. Concrètement, la plupart et quand on voit ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur la QVT, hein, la QVT, c'est la qualité de la vie au travail, c'est des éléments très importants parce que
l'année 2020, et nous, même au niveau des cabinets, on le sait, hein, vous voyez bien qu'en 2019, les gens travaillaient dans les entreprises, dans les cabinets, on faisait des réunions régulièrement, on allait chez les clients, on avait des problématiques un peu traditionnelles, et depuis 2020 et encore maintenant, on est beaucoup en télétravail, on est beaucoup en réunion en visio, on se déplace très peu chez les clients. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences en termes de productivité, d'organisation du travail, de conditions de travail. Donc, imaginez dans les entreprises où il y a plusieurs centaines ou plusieurs milliers de salariés ce que ça peut représenter. Voilà. Donc, l'accompagnement de l'expert comptable, il sera centré sur, bon, si on veut simplifier, sur la politique sociale de l'entreprise, son efficacité, les éléments clés de cette politique sociale. Alors tout ça, bien sûr, c'est à la fois l'analyse de documents, mais aussi des entretiens avec les diverses personnes de la direction. En général, vous avez trois strates qu'il faut voir. La première, c'est la direction générale, qui en général a les clés de la politique sociale. La direction des ressources humaines, qui est un interlocuteur important, et ensuite je dirais, les personnes qui s'occupent des relations sociales ou des RRH. Mais plus vous allez monter haut dans la hiérarchie, plus vous allez avoir une vision globale de la politique sociale. Donc, l'objectif aussi, c'est un accompagnement pour enrichir les accords d'entreprise. Ça permet notamment de regarder, par exemple, sur l'égalité homme-femme. Est-ce qu'il y a un accord interne? Est-ce qu'il y a un respect de cet accord? Est-ce qu'il est suffisant? Les chiffres permettront de déceler des écarts et de voir s'il y a des éléments pour pouvoir les améliorer. Ensuite, les critères d'attribution sur les rémunérations variables, on l'a évoqué tout à l'heure. Évidemment, il faut regarder non pas uniquement les chiffres, mais aussi comment ceux-ci se distribuent. Porter un point de vue sur des propositions, des alternatives. Alors, on n'est pas là pour, a priori, dans le cadre de cette mission, aider à la négo, mais par contre, on est là pour apporter des briques qui permettront à une négociation d'être plus solide et plus construite. Et donc, du coup, on est dans une valorisation du rôle du CSE auprès des directions. Et donc, la préparation à la négociation, comme je viens de l'évoquer ensemble. Donc, c'est une mission dans laquelle on est vraiment très, 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 très présent. Alors, comment. Oui, vas-y dans les modalités pratiques, vas-y. Alors, donc, comment le CSE, comment les élus peuvent recourir à nous? Premier point, bien sûr, il faut nous désigner. Il faut nous désigner lors d'une réunion, d'une de leurs réunions, et comme toutes les réunions, il y a un ordre du jour sur lesquels qui est arrêté conjointement par le secrétaire du CSE et la direction. Et il faut faire inscrire dans cet ordre du jour notre désignation, hein, en rappelant les articles du Code du travail, etc. Au plan pratique, une erreur quelquefois qui est commise, c'est de proposer de nommer tel cabinet pour telle mission. Et quelquefois, ça ne passe pas parce qu'il y a des avis divergents, non pas forcément sur le recours à l'expertise, mais sur le choix du cabinet. Parce qu'il peut y avoir des souhaits différents des élus qui voudraient peut-être travailler avec tel ou tel cabinet. Et donc, la façon de contourner cette difficulté, c'est de procéder en deux temps. Et donc, de procéder sur un temps, en premier temps, c'est de savoir si les élus sont favorables ou pas au recours à l'expert comptable sur telle mission précise, parce que là aussi, il peut y avoir plusieurs missions confiées. On peut très bien demander aux élus de se prononcer sur le recours à l'expert comptable, non seulement sur telle mission, politique sociale, mais aussi peut-être sur une autre mission. Mais point numéro un, c'est de savoir si les élus sont favorables au recours à l'expertise. Et s'il y a recours voté par les élus, après, procéder au choix du cabinet. Parce que s'il y a deux cabinets qui sont proposés, ça peut arriver, hein,
Quelquefois, il y en a même plusieurs qui sont proposés. Il y a même des CSE qui font une espèce d'appel d'offres, qui consultent les uns les autres. Bon. Donc, et après, qu'il y a un choix sur le cabinet qui va être retenu, qu'il y aura recours. N'oublions pas que le droit de vote est ouvert aux titulaires élus, et s'ils sont un est absent, ben, ce sera son suppléant qui votera, et qu'il n'y a pas besoin d'accord unanime surtout, il y a des majorités qui doivent se faire jour, et que le président n'a pas le droit de vote, normalement, pour le choix de l'expert comptable. Je le dis parce que quelquefois, nous entendons au sein d'un CSE le président qui préside le CSE, qui est donc le chef d'entreprise ou son délégué ou son représentant. Dans les grandes entreprises, c'est souvent le directeur des ressources sociales ou le DRH. Dans les plus petites, c'est souvent le président lui-même ou son DG. Quelquefois, il veut influencer, il veut participer. Bref, le recours à l'expert et le recours à l'expert et du ressort, pardon, des élus. Et si donc les deux votes s'avèrent positifs, à savoir qu'il décide d'avoir recours à l'expert comptable et qu'ils sont mis d'accord sur le nom d'un cabinet, il faut après que ce soit acté au procès-verbal et que ce soit opérationnel. Je le dis parce que pour d'autres missions, je pense par exemple aux missions qu'on peut confier à un expert comptable lorsqu'il y a un plan de licenciement qui génère des délais très conséquents. Le fait de dire on a recours à l'expert, mais on ne choisit pas le cabinet, ça peut poser problème parce que le décompte du temps démarre. Donc, c'est important que de conseiller aux élus de bien se mettre d'accord en amont, et même s'il y a des avis divergents sur le choix du cabinet, où il y aura un vote, mais c'est mieux qu'ils se mettent d'accord déjà s'ils vont avoir recours ou pas à l'expert, parce que ça fait un peu désordre quand, lors d'une réunion d'un CSE, il y a un tiers qui demande le recours et deux tiers qui sont opposés. Donc, mais encore une fois, c'est de leur responsabilité. Voilà. Donc voilà comment faire. Nous, au niveau du Conseil régional de l'ordre de Paris, nous animons des matinales au rythme trimestriel. Et donc, juste pour vous dire que les prochaines matinales vont traiter des thèmes qui s'affichent là, hein, des restructurations, des fusions et scissions d'entreprises, parce que ça se développe bien, et donc le rôle de l'expert en tant que conseil du CSE, comment on peut intervenir. De la même façon, dans la gestion du CSE, et notamment, c'est ce que tout à l'heure Francis appelait les ASC, qui sont les abréviations d'activités sociales et culturelles. Et dans quel cas est-ce qu'il y a des problématiques liées à de cotisation d'URSSAF et de risque de redressement? Donc là, on fera une réunion là-dessus parce que c'est important. Et enfin, nous vous ferons une matinale aussi sur la gestion du CSE, et notamment sur ses budgets, les points particuliers pour les concevoir, pour les suivre, et nos recommandations. Enfin, je voudrais juste vous dire qu'au niveau du Conseil de l'ordre, tant au niveau régional, le CRO, qu'au niveau national, le CSO, Conseil supérieur de l'ordre, nous avons, pour développer ces missions, mis en place un certain nombre d'actions, d'outils, notamment des formations auprès de l'ASFOREF, donc l'ASFOREF qui est, je rappelle, votre organisme de formation privilégié du Conseil de l'ordre de Paris, qui est le plus gros fournisseur de formation de la profession. Deuxièmement, le site internet, parce que sur le site du Conseil de l'ordre régional ou national, vous avez beaucoup d'informations qui peuvent vous aider par rapport à ça. Il y a des outils pratiques. Nous avons conçu aussi au niveau national un kit CSE qui comprend un guide méthodologique, le plan comptable pour des CSE, des modèles de lettres de mission, etc., etc. Nous publions aussi au niveau national une lettre newsletter au rythme trimestriel, qui s'appelle Actu Expert CSE, à laquelle peut vous abonner sans cotisation supplémentaire pour ça. Et puis, il y a le comité CSE qui travaille, tant au niveau régional qu'au niveau national, sur ces thématiques-là. Voilà en gros ce que nous voulions vous dire.
dans un espace-temps assez concentré pour vous laisser la possibilité de poser des questions. Donc, si vous en avez, vous pouvez, je ne sais pas si vous pouvez les poser ou les écrire au moins, parce que dans ce qui est des questions écrites, pour l'instant, je n'en vois pas beaucoup, sinon celles concernant le support. Il y a des questions. Peut-être un point complémentaire, Jean-Luc, Bien sûr. sans revenir sur des slides antérieurs, c'était quand on est sur la partie désignation de l'expert, le moment à laquelle ça doit être fait, c'est-à-dire la temporisation, il est clair qu'il est bien marqué qu'on est désigné en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale. C'est-à-dire que soit l'entreprise a un accord avec le CSE dans lequel les consultations obligatoires sont séquencées dans l'année, et à ce moment-là, l'expert est désigné, je dirais, à la limite en début d'année pour chacune des consultations qui doivent intervenir, soit la désignation intervient au moment où la consultation annuelle est lancée par la direction. Ce qui peut se produire, c'est l'expérience pratique qui est la mienne, c'est que on n'a pas forcément des directions qui ont toujours séquencé de manière très précise les consultations, et notamment la consultation sociale est parfois lancée de manière un peu anarchique en plusieurs temps. Un premier temps sur le bilan social, un deuxième sur la formation, etc., etc. Et du coup, c'est toujours intéressant pour les élus du CSE de faire une désignation anticipative de l'expert en vue de cette consultation, même si elle est réitérée au moment du démarrage de la consultation. Ça permet d'éviter qu'on soit informé finalement trop tard après le lancement de la consultation, et donc du coup, après, on ne peut plus intervenir. Parce que là, pour le coup, on est désigné avant ou juste au début, mais sûrement pas après. Voilà, c'est ce que je voulais Oui, rajouter. oui, c'est important parce que enfin, nous conseillons au CSE de négocier avec leur employeur. C'est pas toujours facile, mais bon, c'est une recommandation qu'on peut faire, c'est négocier un calendrier annuel des consultations. Parce qu'effectivement, je ne parle pas des consultations, des éléments ponctuels, quand c'est des droits d'alerte ou des plans social, mais nous connaissons quelles sont les consultations récurrentes annuellement. Et pour ne pas être surpris, c'est intéressant de pouvoir les planifier. Euh, Afin de permettre aux élus de se décider sur le recours, parce qu'il y a des CSE qui ont recours à l'expert comptable pour les trois consultations, euh, aussi bien sur la situation économique et financière, la politique sociale ou les orientations stratégiques. Des fois, il faut appel à l'expert pour les trois. Il y a des cabinets même qui font appel à des cabinets différents sur telle ou telle mission, euh, bien que les trois aient des complémentarités, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Hein. Mais c'est le choix des élus qui compte. Et puis, il y a des élus qui ne font jamais recours, qui n'ont jamais recours à l'expert comptable, ce qui est vraiment un souci. Et nous considérons, nous, au niveau du Conseil de l'ordre, que la mission d'expert comptable doit être réussie pour générer auprès du CSE, des élus du CSE, une bonne image de la profession, de son utilité, pour avoir recours à d'autres reprises. En effet, si le recours à l'expert s'avère comme une mission peu appréciée par les élus parce qu'elle ne répond pas bien à leurs exigences, parce qu'on emploie un langage ésotérique, pas accessible à tout le monde, parce qu'on n'a pas bien traité la mission ou parce qu'on n'a pas l'expérience ou l'habitude et qu'on oublie des choses, il est possible que les élus se disent experts finalement. Bon, c'est une possibilité, mais ça n'apporte pas grand-chose, et qu'il n'y ait plus de recours à l'expert derrière. Ce qui est vraiment dommage pour la profession. C'est la raison pour laquelle nous cherchons à ce que tous ceux qui interviennent le fassent au mieux. C'est un atout pour la profession, même s'il y a des volontés de changement de cabinet, ça arrive, il y a des élus quelquefois qui souhaitent changer de cabinet pour différentes raisons, parce qu'il
y a des élections et des changements, il y a une habitude. On n'a pas toujours à comprendre pourquoi d'ailleurs. C'est pas parce qu'on est mauvais quelquefois qu'on n'est pas remplacé, mais quelquefois il y a des changements et des élections, et puis ils veulent avoir un autre avis. Mais ce qui nous paraît important, nous, pour tous ceux qui s'intéressent à cette profession, c'est que les missions se passent bien. Voilà. C'est que l'expert assume bien sa mission. Et on sait bien que tout le monde n'a pas toujours, dans tout tel ou tel aspect, une bonne expérience. On ne peut pas tout faire et tout savoir faire. On fait un métier tellement large en termes de potentiel de mission, entre une consolidation des comptes, une mission pour un CSE, une mission d'organisation, d'optimisation par rapport à une start-up, l'obtention fiscale par exemple. Comme on peut nous demander tellement de services dans ce métier, on ne peut pas toujours être bon partout. Donc les grandes structures, quelquefois, ont des services différents, très structurés, tout le monde n'a pas. Et un des axes de développement que je prône personnellement depuis assez longtemps, c'est la spécialisation. Je suis ravi de dire qu'aujourd'hui, on peut faire reconnaître au niveau du Conseil de l'Ordre des spécialités, parce que, de mon point de vue, et j'engage que moi en disant cela, c'est que qu'est-ce qui fait la différence entre tel ou tel expert comptable? Vu de l'extérieur, ce n'est pas très visible. Donc, au niveau des médecins, si on n'avait pas développé les spécialités, je suis sûr que le recours aux médecins serait bien inférieur à ce qu'il y a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous avons des médecins spécialistes et pour tel ou tel point, on peut faire appel ou à un généraliste ou à un spécialiste, et ça permet d'être plus compétent, plus ciblé, plus efficace. Et dans notre métier aussi, on ne peut pas tout faire. Moi, il m'arrive, et je pense que vous qui nous écoutez, vous êtes dans la même configuration, de devoir décliner des missions parce qu'on n'a pas la compétence ou l'expérience pour la faire. Alors, on peut très bien orienter vers un confrère qui a l'expérience. C'est comme en matière juridique. Quand on dit on veut un avocat, on m'a encore demandé dimanche, est-ce que tu peux me conseiller un avocat? Je suis gentil, mais pourquoi faire? Parce que le champ du droit est tellement vaste, entre un pénaliste, un qui s'occupe du droit social, un qui s'occupe de fiscal, et même dans la fiscalité, il y a des points très précis. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais vu un cabinet de conseil fiscal à l'époque, bien sûr les avocats, qui ne traitait que de la TVA sur le transport. Voilà. C'était assez ciblé, et ce cabinet était notoire pour sa compétence dans ce domaine-là. Donc, nous devons aussi travailler nos spécialités au sein du cabinet. Et tout à l'heure, on en a parlé, mais je veux insister là-dessus, au niveau des équipes. L'expert comptable ne peut pas tout faire. Il est important qu'il puisse déléguer sur des collaborateurs compétents l'accompagnement pour telle ou telle mission. C'est comme quand les experts vont dans des congrès où ils voient plein de choses, ils rentrent au bureau, ils sont débordés, ils n'utilisent pas grand-chose de ce qu'ils ont vu au congrès, sauf s'ils ont structuré les choses pour que ça se fasse. Donc, à nous de développer au sein de nos cabinets des compétences plurielles dans le cadre d'un plan de développement de ce qui nous intéresse. Un cabinet, ça devient une entreprise, et dans toute entreprise, on a des fonctions, et on n'est plus à l'époque où on posait sa plaque, on attendait que les clients viennent parce qu'il y avait de la lumière. Aujourd'hui, on a mis en place au niveau du Conseil de l'Ordre des aides pour l'accompagnement au plan marketing, développement, et je vois des confrères qui ont telle ou telle spécialité et qui réussissent bien parce qu'ils se font connaître dans tel ou tel domaine d'activité et le client est gagnant. Donc, moi, je trouve vous inciter à faire ce qui vous plaît. Hein, la vie doit être appréciée pleinement et à nous lui donner le sens que nous voulons, chacun comme nous l'entendons par rapport à nos propres perceptions, sensibilités. Et ces missions-là, de recours à l'expert comptable pour les CSE, et là je parle sous contrôle de Francis Marquand, mon confrère, nous qui avons décidé il y a un certain nombre d'années de travailler sur cet aspect-là, nous y avons investi du temps pour nos collaborateurs, pour nous-mêmes, et c'est un choix comme d'autres font autre chose. Hein. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il faut faire ce qu'on souhaite faire.
et puis essayer de bien le faire. Nous, notre modeste objectif au niveau du conseil régional, c'est vous aider au niveau pratique pour mieux faire. Voilà. S'il y a des questions, on est prêt à vous, bien sûr à répondre. Je dis ça parce que je ne voyais pas de questions s'afficher pour l'instant. Mais même si vous avez une question pratique lorsque vous exercez une mission, n'hésitez, si vous avez une difficulté, n'hésitez pas. Nous nous sommes engagés à donner au terme de confraternité un vrai sens. Ça veut dire qu'on est là pour s'entraider lorsqu'il y a un besoin. Donc n'hésitez pas, si vous avez une difficulté, à faire remonter votre difficulté au niveau du Conseil de l'Ordre. Nous avons des commissions spécialisées sur différents domaines et les confrères sont toujours disposés à aider les confrères. S'il n'y a pas de questions, je ne vais pas en rajouter, mais sauf si j'en vois s'afficher, autrement je vais vous libérer, on va vous libérer, mais voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour. Donc on a insisté au début de ce webinaire sur les autres missions. Hein. Là, on a zoomé, on a mis un focus sur une des missions. Mais bien sûr, les experts sont toujours plus à l'aise sur l'aspect économique et financier, mais aujourd'hui, on voit bien que les besoins du client, et là, dans nos cas de figure, le client, c'est le CSE, même si on est dans une relation tripartite, puisque dans ces missions-là, c'est l'entreprise qui paye, donc c'est un peu plus compliqué parce qu'on est missionné par le CSE, mais c'est à la charge d'entreprise qui ne nous a pas choisi, donc quelquefois peut rechigner, accepter notre lettre de mission et les honoraires qui vont avec. Donc, mais généralement, nous voyons aussi que pour les confrères expérimentés ou raisonnables, on a très peu de litiges en réalité sur ces problèmes d'honoraires. Il peut y en avoir, mais comme il peut y avoir d'autres aspects, il y a des clients qui sont toujours à discuter tout. Bon. Mais on a très peu de litiges particuliers par rapport à ça. Mais ces missions-là c'est une des missions légales du CSE et il peut y avoir d'autres missions, donc, toi on l'a dit, pour les arrêtés de compte ou pour le conseil du CSE par rapport à ses besoins. Et sachez enfin que ces missions-là s'inscrivent pour le cabinet dans une stratégie de développement de nos ressources humaines au sein du cabinet parce que ça permet de proposer à nos collaborateurs des missions différentes. Ça nous permet également de les fidéliser et d'évoluer vers des compétences spécifiques pour certains. Et notre métier, très souvent, c'est la compétence qui génère l'offre parce que quand on a un savoir, quelquefois on écrit là-dessus, on communique là-dessus, et on a des clients souvent qui ont entendu parler de nous, ou à travers nos collaborateurs qui sont nos meilleurs prescripteurs, comme nos clients d'ailleurs. Donc ces missions-là sont des missions que je considère pour ma part à haute valeur ajoutée. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Francis, tu as des choses à rajouter peut-être? Non, non, c'est bon. C'est parfait. C'est bon. Voilà. Il ne me reste qu'à vous remercier de nous avoir suivis et de vous dire que n'hésitez pas, on est à votre écoute. Et puis, si vous souhaitez venir nous aider, nous épauler, vous êtes les bienvenus. Voilà. Et je vous souhaite une excellente journée aujourd'hui, demain, la semaine. Et normalement, le travail doit être présent dans votre champ de vision. Voilà. Merci beaucoup. À tous, au revoir. Au revoir, merci beaucoup.